Bonjour Victoria, Salut Thierry. comment ça va aujourd'hui? Ouais, super bien. Il fait archi beau, donc très très bien. Donc on est en pleine forme, donc on est en live, voilà, c'est le motto, hein. Ça va devenir Ouais, une marque de fabrique, comme un ouais. slogan publicitaire. Ah ouais, ah ouais. Et à propos de pub, on vous a fait de la pub mensongère. Mais oui, on vous a dit qu'on serait en live lundi, mardi, mercredi, puis après c'est long week-end de pause, puisqu'effectivement c'est férié. Et ben voilà, on fait pas toujours comme on veut. Il y a un changement de programme et puis surtout un petit conflit dans nos agendas qui nous oblige, mais c'est pour du bien, hein, je vous rassure, on va aller un petit peu travailler, à faire l'impasse sur le live de demain. Donc profitez, puisqu'en plus, aujourd'hui, c'est le 40e. On a un quarantenaire qui nous attend, je pense, dans le studio. Avant de faire connaissance avec notre invité du jour, on va dire qu'il a la quarantaine, puisque c'est le 40e épisode, tu te rends compte, Victoria? Comme in Mag Live numéro 40. Un truc de dingue. C'est une agence de Genève, voilà, bah, mon canton, ça me fait d'autant plus plaisir, quoi. Vraiment. Alors, avant de découvrir notre invité, eh bien, on va tout de suite vous rappeler les bonnes coutumes. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de venir commenter, poser vos questions durant ce live. C'est plus que recommandé. Et puis, puisque on s'arrête cette semaine à ce live aujourd'hui, eh bien, dès demain, on vous invite à venir revoir tout ça en replay sur cominmag.ch. Occasion pour vous de vous replonger dans toutes les entrevues qu'on a eu l'occasion et le plaisir de faire. Allez, place à notre invité Victoria. De qui s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est Julien Lance, fondateur et directeur de l'agence Collegram. Voilà, la photo, elle est très corporate. Bonjour Julien. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Bonjour Julien, bienvenue à bord. Comment ça Alors, va? Merci, ça va très bien par ce soleil magnifique. voilà, dans tes belles arcades, là, sur la rue, Voilà. dans Carouge. Alors, la raison aussi d'aujourd'hui de te choisir, c'est, voilà, on a une agence qui n'a pas trop souffert de cette période, qui a réussi à passer le cap parce que ses clients étaient dans des secteurs qui ont dû communiquer. Et ça, je crois que c'est aussi un cas de figure. On ne l'a pas eu jusqu'à maintenant, mais c'est intéressant. Alors, on te donne la parole, on t'écoute. Donc oui, en effet, on a pour le moment, hein, je le précise, on n'a pour le moment pas trop souffert de cette crise du Covid. Comme tu l'as justement expliqué, c'est dû sans doute au fait que certains de nos clients sont actifs dans l'action sociale. En fait, on travaille pour plusieurs fondations genevoises qui s'occupent de différents volets de l'action sociale. Ça va du handicap à différentes choses. Enfin, on travaille pour ProSenec Toutes les Genève en particulier depuis 2 ans. On avait gagné un pitch, on a gagné un mandat sur plusieurs années. On a organisé d'ailleurs le 100e l'année dernière. Et puis, on travaille aussi régulièrement pour la Croix-Rouge genevoise. Et puis, tous les deux, en fait, ont été actifs pendant cette période, non seulement parce que c'était un besoin et qu'ils sont très dynamiques dans cette période, mais aussi parce qu'ils ont eu l'opportunité d'être au bénéfice de la chaîne du bonheur. Donc, ça a été, ils ont eu tout à coup des opportunités de communiquer plus et d'avoir quelques moyens pour mettre en valeur les services qu'ils proposaient à la population. Donc, du coup, ça a été effectivement dans les toutes premières semaines de crise on va dire une chance pour nous, puisque ça a permis d'éponger un tout petit peu les autres mandats qui s'arrêtaient. Le contre-exemple, c'est par exemple les Journées européennes des métiers d'art pour lesquelles on était mandaté pour faire la campagne à Genève, donc qui aurait eu lieu le 4 ou 5 avril, je crois. Bon, ça, évidemment, ça s'est stoppé net. Comme tout l'événementiel en Romandie. Alors, bon, là aussi, heureusement pour nous, on avait déjà réalisé une grande partie et donc ça n'a pas complètement annihilé notre travail. Mais c'est vrai qu'en fait, toutes les cartes ont été complètement redistribuées pendant cette période. Et je pense que ce qui nous a permis de s'en sortir plutôt bien jusque-là, c'est la diversification en fait, des secteurs et des typologies de clients pour lesquels on travaille. Alors justement, avec ces deux institutionnels, tu as dû faire quoi? C'était principalement plutôt du graphisme ou c'était des mandats en ligne? Alors, dans le cas de la Croix-Rouge, ça a été des campagnes en fait pour annoncer les services qu'ils offraient aux populations, principalement aux seniors à domicile. Donc, la possibilité d'avoir des bénévoles qui apportaient les courses à la maison, qui s'occupaient, etc., des seniors confinés en particulier ou des personnes vulnérables, on va dire en général. Et donc, étant donné qu'ils ont reçu des moyens par la chaîne du bonheur pour promouvoir ce service et qu'il y a énormément aussi de bénévoles qui se sont annoncés, qui sont venus grossir leur rang pendant cette période, ça a été vraiment
un formidable élan de solidarité générale aussi, ce Covid à ce moment-là. Du coup, ils ont eu les moyens de mettre en place en fait cette campagne pour faire connaître à la population confinée en fait la possibilité de recourir en fait à ces services. Et du coup, ça a été une campagne principalement presse online et presse papier, les deux, mais aussi on a fait aussi des petits spots sur les réseaux sociaux, donc une campagne voilà plutôt news, presse, etc. Et puis Pro Sénécouté, alors on est en charge de la communication en général pour eux. Donc l'année passée, il y a eu une grosse actualité, c'était le 100e. Cette année, ça s'est un petit peu calmé, donc on est plus en mode campagne de contenu au fil de l'eau. Mais la réalité, c'est que Pro Sénécouté à Genève, c'est aussi gym senior et c'est des milliers de seniors en fait qui suivent des cours de gym en présentiel habituellement. Et du coup, il a fallu s'adapter, monter des petites capsules vidéo, faire des petites adaptations et diffuser ça pour que les personnes puissent continuer de bouger à la maison, tout simplement. Donc, c'était un peu, voilà, dans le cadre d'une campagne de contenu, une session un petit peu particulière par rapport à ça. Est-ce que la communication durant une crise, c'est l'apanage justement de ce type de client? Tu viens de nous dire qu'il y a certaines commandes, certains projets qui ont été écartés, peut-être mis en stand-by. Est-ce que cette crise fait sortir une nécessité de communiquer uniquement pour des types de clients, ou est-ce que tu serais comme nous à dire que même en temps de crise, n'importe quel annonceur devrait continuer, surtout devrait le faire durant ce type d'épreuve, ce type de crise? Alors, je suis convaincu qu'on doit communiquer même en temps de crise. Maintenant, il y a eu cette période un petit peu délicate des premières semaines de crise sanitaire où finalement, on voyait un peu les gens tomber comme des mouches et les courbes monter au plafond. Et évidemment, il y a toute la juste mesure à trouver, en fait. Et c'est ce que finalement, on va dire, toute la planète s'est bien adaptée, à mon avis, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je pense que ça aurait été extrêmement malvenu de venir dans des périodes comme ça avec des messages trop orientés commercial. Et donc voilà, mais je pense que la plupart des marques que j'ai vu communiquer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, sur le web, ont plutôt bien géré, à mon avis, cette adaptation. Et puis après, évidemment, le défi a été de quand est-ce qu'on recommence, quand est-ce qu'on démarre, quand est-ce qu'on peut commencer à se permettre de vendre à nouveau nos services, en fait, en réalité. Quand est-ce que ça n'est plus vulgaire de le faire, en fait, en quelque sorte. Et donc ça, c'est délicat, et puis c'est vraiment au cas par cas, selon les secteurs, et puis amener ça avec un petit peu de douceur, si possible. Alors là, tu continues aussi sur cette lancée de venir en aide, disons, d'être au service de la population avec une action en faveur des artisans pour aider les artisans à communiquer et justement à renouer avec leur public. Tu le fais en collaboration avec Neo Advertising. Alors, comment est née cette idée? C'est parti de vous ou c'est parti d'une association d'artisans, je ne sais pas voilà. Alors en fait, j'ai eu le plaisir d'être convié en fait au sein de l'association Label Genève, donc l'association genevoise des artisans d'art, en 2016 à sa fondation. Donc je fais partie des membres fondateurs. En fait, le but du jeu, c'était de rassembler un certain nombre de professions artisanales avec des représentants, si possible, qualitatifs. J'espère en faire partie. Pour du coup promouvoir ces métiers d'art en général, dans lesquels, alors c'est vrai qu'une agence de com n'a pas grand chose à faire, mais je dirais que moi j'y suis plus allé avec ma casquette de graphiste, avec passion typographie et historique dans l'édition, etc. et ce genre de choses. C'est plutôt avec cette casquette-là que j'ai été embarqué dans cette aventure. Et puis du coup, voilà, au fil des années, on a monté différents projets. On a monté des expositions dans le cadre des GEMA, etc. Et puis moi, ça m'a vraiment mis au contact de cette population. Et puis donc, quand le vent a cessé de souffler, on va dire, quand les affiches sont tombées, quand les murs, les parois d'affichage genevois se sont blanchies des affiches de remerciements de Neo Advertising, que tout le monde a vu, j'imagine, du coup, je me suis dit que voilà, c'était peut-être une occasion à saisir pour
pour prendre la parole, parce qu'on a beaucoup entendu parler en fait tour à tour d'abord des petits commerces, on a entendu parler des indépendants, en fait chaque groupe en fait entre guillemets de petits acteurs économiques qui s'est exprimé un petit peu à tour de rôle pour faire valoir ses droits par rapport à la manne fédérale, mais également aussi pour être un petit peu dans la lumière. Et puis du coup, par rapport à ces artisans, finalement, en termes de temporalité, on était censé organiser, comme je vous l'ai dit, début avril, les Journées européennes des métiers d'art qui sont tombées à l'eau. Et puis, alors moi, avant le Covid, déjà, j'ai déjà un petit peu milité pour dire qu'il faut qu'on remplace cet événement qui n'aura pas lieu par autre chose, parce que la mission qu'on s'est assignée, finalement, c'est de mettre en valeur les métiers d'art. Si cette manifestation tombe à l'eau, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre pour que ça ne fasse pas une année creuse et qu'on ne parle pas du tout de ce sujet-là. Mais ça, c'est resté un tout petit peu, on va dire, en stand-by dans la panique du confinement. Et puis en fait, voilà, c'est un petit peu quand j'ai vu que l'affichage était vraiment, on dit, au ralenti et qu'on voyait vraiment pas grand-chose redémarrer, en fait, l'idée est venue de moi, donc je suis allé en parler au sein du comité de Label Genève. Et puis ensuite, j'ai contacté Neo Advertising, dont je connais le directeur, pour essayer de discuter d'un partenariat possible pour soutenir cette action et donc monter cette campagne de soutien aux artisans. Donc du coup, qui a été montée à cette occasion et qui va couvrir un peu les supports d'affichage genevois pendant quelques semaines. Est-ce que c'est pas là l'occasion aussi pour une agence de sensibiliser là, on parle des artisans, on a parlé aussi de commerces locaux, de petites entreprises qui vendent physiquement au travers de shops, de magasins. Est-ce que là, c'est aussi une belle opportunité que de sensibiliser tous ces métiers à s'intéresser à la communication, à la publicité? On l'a vu aussi, l'essor du e-commerce, la vente en ligne, eh bien, c'est plus un gadget. T'as senti ce genre de choses auprès de ces artisans que tu as peut-être d'ailleurs rencontrés? Alors, je les rencontre régulièrement, oui, mais disons que je pense qu'ils ne nous ont pas attendus pour comprendre l'utilité. Maintenant, la question, c'est une question de moyens principalement. Ça reste des microstructures, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer les services d'une agence ou en tout cas pas des campagnes médias, en fait, d'où aussi l'intérêt de se fédérer en association et puis de faire porter des messages communs. Et puis voilà, c'est ce que fait Label Genève au fil du temps, en fait, tout au long de l'année, par les différentes actions qu'elle met en place. Mais je dirais qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi l'aspect, encore une fois, de surfer sur cette vague qu'on n'a pas inventée. Hein, j'ai pas la prétention d'avoir fait cette découverte, mais du consommer local, des circuits courts, etc., qui a accompagné cette crise du Covid. Et puis qui était vraiment dans les grands thèmes portés par l'artisanat d'art en général. On est vraiment dans de l'anti-mondialisation dans le concept. Évidemment qu'on a cette problématique des coûts de la main-d'œuvre en Suisse et à Genève en particulier par rapport à une France très proche qui du coup évidemment a pas du tout les mêmes tarifs. Ça s'exprime beaucoup dans les métiers d'artisanat aussi par rapport aux métiers de la construction, aux métiers du bâtiment, enfin tout ce genre de choses. Ça alimente beaucoup le débat en termes de local. Et voilà, donc du coup, la sensibilisation des artisans, je pense qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Par contre, de remettre une couche par rapport au grand public pour réaliser aussi que tout ça est encore fait ici, que non, tout n'est pas fabriqué en Chine et que pendant que tous les avions étaient cloués au sol et que les importations étaient en berne, il y avait encore des gens qui fabriquaient des choses dans leurs ateliers ici à Genève. Mais autant les PME ont été sensibilisées au digital avec, je dirais, toute la partie réseaux sociaux qui ont permis aussi de communiquer à des coûts moindres. J'ai l'impression que vraiment, pour revenir sur ce qu'on disait là, que cette crise, elle a permis ces microstructures, vraiment la petite PMI, l'artisan, de comprendre à quel point il était important pour lui d'avoir non seulement de visibilité, mais disons une offre de e-commerce ou simplement pour amener la nourriture ou des biens à domicile, tu vois, le service à domicile, un vrai service qui pourrait aussi les différencier par rapport aux artisans de l'autre côté de la frontière. Et je pense, si on voit l'exemple de ce qu'a fait la plateforme Coca, c'est hallucinant que 5000 micro-entreprises se soient hostées sur la plateforme en quelques semaines,
Parce que justement, tout d'un coup, ils ont découvert que c'était pas que de la com, mais c'était aussi le service. Et ils n'ont pas cette brique pour pouvoir enregistrer des commandes, les gérer, les livrer, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, cette période, c'est vraiment, ça révèle les PMI, ces métiers d'art. Voilà, ces petits artisans qui n'avaient pas cette conscientisation de ce qui pouvait vraiment leur plus, si tu veux, de la proximité n'était pas mise en avant parce qu'ils n'avaient pas cette... Alors, je me permets juste de faire un distinguo entre l'artisanat d'art et le commerçant de proximité, parce qu'on est vraiment dans deux sujets différents. Alors, il y a plusieurs artisans de la Belle Genève qui sont les deux, c'est-à-dire qui ont des boutiques dans lesquelles ils vendent des objets qu'ils fabriquent, etc. Mais pour la plupart, c'est aussi quand même de la commande, on va dire, d'arrière-cour, où voilà, on travaille parfois en B2B, parfois en B2C, à faire un produit finalement unique. Donc, produit unique, c'est quand même un peu plus compliqué à commercialiser via un e-commerce ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt vraiment via la conscience, le geste, et puis cette notion aussi de communiquer sur le service que ça porte finalement. Et autant je comprends alors très bien l'initiative de Coca et ce serait tout à fait pertinent que les artisans y contribuent. D'ailleurs, on a envisagé aussi, on est en train en réalité de réfléchir à une question, un système de bons cadeaux aussi pour les artisans genevois, en fait, qu'ils puissent en fait être répartis chez les uns et chez les autres. Et ça, c'est en cours. On s'y est mis seulement pendant cette crise, donc ça prend un petit peu de temps. Mais je dirais qu'on n'est pas encore au stade où on peut imaginer des campagnes digitales qui amènent une landing page et des commandes en ligne. Je pense qu'on n'en est pas là. Avec ce genre. Puis c'est pas forcément le but en réalité, je pense. Il y a plein d'autres choses à faire sur le web et le digital pour ça, à commencer par le contenu, la formation sur les métiers, la formation sur les gestes, etc. Il y a beaucoup de choses. On a l'impression, quand tu nous parles, qu'effectivement, il pourrait avoir une recette magique pour fédérer, centraliser, optimiser tout ça, puisque le mot est lâché, ça coûte de l'argent, hein, effectivement, faire appel à une agence. L'artisan, le petit commerçant, est-ce que... alors, on reprend, oui, effectivement, l'exemple de Coca avec sa plateforme directe. Est-ce que dans le monde publicitaire, le monde de la communication, on arriverait à imaginer un modèle qui permettrait de faire que toute une région, une ville, toute une série de métiers pourraient être défendus par une agence, parce qu'on sent beaucoup et bravo pour l'initiative, encore une fois, hein, on sent beaucoup de considération pour celles et ceux qui... on va appeler un chat un chat, hein, qui morflent, qui en prennent un sacré coup. Et on se serre les coudes, on innove, on imagine des plans B. J'aime bien, comme toi tu le fais aussi, de rappeler que voilà, il y a des importations, il y a des choses qui se font ailleurs, mais on peut aussi les faire ici, on peut consommer local. Est-ce que c'est illusoire d'imaginer une solution qui permettrait d'avoir des professionnels comme toi et ton agence au service d'acteurs plus petits, ou est-ce que ça pourrait jamais exister en fait? Alors en réalité, on est au service de tous les types d'acteurs, même minuscules. J'ai émis ce matin une facture de 150 francs, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Non, il n'y a pas de question de taille. Maintenant, la problématique, c'est évidemment communiquer et diffuser coûte des sous. Maintenant, diffuser, ça ne veut pas forcément dire investir dans du média ou du média de masse. On a d'autres solutions. Évidemment, souvent les thèmes associatifs ou les thèmes qui défendent, en guillemets, les petits, si j'ose dire, sont souvent aussi plus porteurs sur les réseaux sociaux et donc bénéficient aussi plus de portée organique quand on diffuse. Là, on le voit aussi avec cette campagne, on a mis en place un peu de push. Mais la réalité, c'est que ça partage aussi beaucoup plus volontiers quand on vend ce genre de choses plutôt que la dernière brosse à dents. Et donc voilà, donc il y a vraiment, je pense que il y a une attente de ça, et je pense qu'il y a une attente aussi de l'ensemble des utilisateurs aussi des réseaux sociaux, d'avoir de temps en temps un petit peu, de revoir un peu fleurir des thèmes utiles ou des sujets utiles au milieu de fils Facebook et Instagram qui sont de plus en plus noyés de vidéos de comment fabriquer une piscine avec une brosse à dents dans une forêt amazonienne. On l'a tous vu, hein, on l'a tous vu cette vidéo.
Donc voilà, mais pour répondre à ta question, je pense que en fait, il n'y a pas de recette miracle, mais la réalité, c'est que moi, ça a été un petit peu la mienne, en tout cas depuis le début, c'est de vivre aussi le tissu associatif. Je suis au comité de plusieurs associations. Mhm. On a parlé de la Belle Genève à l'instant, mais je suis aussi au comité de l'association La Gavotte, qui est une ferme de loisirs, en fait, que mon frère a fondée il y a 40 ans déjà, et qui propose des balades pour les enfants à poney ou autres, etc. Et puis, et puis voilà, c'est des cercles, on rencontre d'autres types de personnes et puis ou d'autres types de besoins se cristallisent. Et puis tout à coup, en tant que communicant, on peut venir avec des solutions de manière assez spontanée. Alors je dis pas que c'est des choses enfin, la plupart du temps, ce genre de choses me rapportent pas grand-chose financièrement. Mais par contre, ça me rapporte énormément en termes de contacts et puis voilà, de connaissances de terrain et d'échanges en fait avec d'autres. Et puis finalement, c'est un petit peu ce qui m'a guidé aussi pendant cette période de la crise du Covid, cette espèce de confiance dans la suissitude, dans l'humilité suisse, dans la résilience suisse. Non, mais vraiment. Ouais, ouais, ouais. Alors où c'était un petit peu la panique chez nos voisins, bah, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je me disais qu'il y avait quand même une chance pour que les gens obéissent, pour que les gens suivent les règles du jeu. Et puis évidemment, au-delà évidemment de la chance qu'on a, je parle en termes de pouvoir économique et puis d'endettement plus faible que d'autres pays européens, on a quand même aussi un tout petit peu cette espèce d'état d'esprit d'humilité qui fait que je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen qu'on s'en sorte globalement. Et puis je le pense toujours au niveau de l'économie suisse en réalité. Ben, écoute, on espère. En Mhm. tout cas, toi, pendant cette période, tu as remporté des mandats ou tu as eu des nouveaux clients? Alors on a remporté un mandat dont je veux pas trop parler pour le moment, parce qu'on l'a déposé juste au début de la crise du Covid. C'est encore tout à fait inofficiel, mais on avait remporté en fait peu avant le concours pour le toilettage graphique, donc la refonte de la ligne graphique de la CCIG. Donc, Euh, c'est ton agence qui l'a voilà, remporté. c'était nous, tout à fait. Donc ça, c'est bien tombé en termes de timing aussi pour nous, parce qu'en fait, ça a été à développer pendant cette période, que ça avait eu lieu peu de temps avant. On a remporté un autre concours pour l'État de Genève, dont voilà, aujourd'hui, je ne veux pas trop parler, parce qu'on est encore dans les balbutiements. Mais oui, il y a eu plusieurs succès pendant cette période également. Ça a fait un petit peu bizarre les premières fois. Il a fallu enregistrer une présentation d'agence en vidéo pour l'envoyer sans avoir le contact du client à la fin. J'allais justement poser la question de savoir si tu avais dû te plier à l'exercice du pitch en visioconférence. On a rencontré on a rencontré quelques agences qui nous ont dit c'est pas un exercice facile puisqu'effectivement on peut pas sentir comment c'est perçu de l'autre côté. Ouais. Animer une séance sans réaction face à son mur, c'est pas une évidence. Absolument. Mais voilà, c'est aussi des choses qui nous poussent à apprendre. Et puis, je dis pas que c'est. Enfin voilà, moi jamais je renoncerai aux présentations orales en présentiel parce que vraiment ça nous permet d'argumenter, ça nous permet de sentir aussi un tout petit peu les réactions, d'ajuster aussi notre propos en fonction de ça. Et peut-être de désamorcer aussi certaines critiques, parce que finalement, il n'y a rien de pire dans ce genre de choses qu'un groupe de travail qui ne se réunit pas et qui se relaye une proposition les uns après les autres en ajoutant une liste de commentaires en rouge sur une présentation. Finalement, l'effet de groupe, il est important aussi là-dedans, parce que chacun y va de sa subjectivité, et puis finalement, on déconstruit plutôt qu'on construit dans ce genre de choses. Si tu peux apporter, on voit que tu peux être réactif, ça aussi, c'est un élément positif. Alors que si on dit ne l'a pas fait ou c'est pas bien fait, on a l'impression que t'as pas la possibilité de revenir. Donc quand je faisais mention à la CCIG, c'était ce fameux pitch où il y a eu 19 agences aux grandes dames de la CCIG. Et ça, je dois dire qu'Alexandra Ries, je l'avais interviewée, elle était aussi désespérée. Elle voulait pas une situation pareille où elle avait demandé simplement envoyer le brief dans le réseau de la CCIG, et elle a reçu autant de 19 agences ont répondu. Wow. Donc voilà, ouais, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est très compliqué. Cette histoire de pitch est toujours
un serpent de mer. Quel conseil tu peux donner à des gens qui démarrent? Normalement, on ne participe pas à un pitch s'il n'est pas rétribué. Voilà, je ne sais pas quelles règles on peut donner. C'est très, très compliqué. Là, tu as eu quand même le courage de partir avec 19 contre 18. Oui, alors le courage, est-ce que c'est du courage ou pas? J'en sais rien. Et là, je trouve que dans cette situation précise, en fait, c'est tombé juste avant Noël, donc avec toute mon équipe qui était en vacances, plus ou moins à cette période. Donc, c'est un pitch qui a occupé un petit peu mes soirées à la montagne pendant les périodes de Noël plus qu'autre chose, en fait, par rapport au timing. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dedans. Évidemment que, comme tout le monde, je trouve que tout travail mérite salaire et qu'un pitch devrait être rémunéré par principe, puisque ça fait partie du travail. En même temps, je sais que beaucoup de gens nous prennent pour des architectes qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que autant à l'époque, il y a quelques années encore, quand on gagnait, ce qui nous arrivait pour Procénectute l'année dernière, on a gagné un mandat de 4 ans. Donc du coup, la considération du pitch, même si éventuellement il n'est pas rémunéré, on a vraiment en guillemets un gain à la clé qui vaut la peine de s'investir et donc d'y mettre toute son énergie. Et après, la question, elle est toujours en relation entre quel est le délai, qu'est-ce qu'on a à la clé, combien de temps va durer le mandat, etc. Moi, ce que je déplore en réalité, plus que le fait que les pitchs soient rémunérés ou non, c'est plutôt que finalement, ce soit plus aujourd'hui une manière de se dédouaner d'un processus de sélection plutôt que d'essayer réellement de choisir le meilleur projet, parce qu'en réalité, et c'est ce que tout le monde, tous les détracteurs des pitchs disent, et ils ont raison, on ne va pas tirer le meilleur d'une agence dans une phase de concours de 2 ou 3 semaines sans donner aucun input outre que les 2-3 pages de brief qui sont souvent assez limitées en termes d'apport. On ne peut pas apprendre la culture entière d'un secteur et d'un client au travers de 3 pages à 4 en nous disant faites-nous briller les yeux. Et l'agence soit se délocalise maintenant chez le client pour essayer d'être au plus près, de mieux comprendre leur environnement, soit invite les clients dans leur agence pour travailler avec eux et puis arrête de produire un projet ficelé, mais simplement ouvre quelques pistes et puis après travaille avec leurs clients, avec eux ensemble, disons, ou chez eux ou à l'agence, parce qu'on ne peut être que bon en comprenant l'écosystème, mais tu ne peux pas le comprendre en 2 secondes. Après, voilà, il y a aussi, c'est aussi grisant de participer à un concours. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un concours, mais voilà, en fait, il y a souvent assez peu de participants. Mais c'est surtout des histoires de conditions de participation. Nous, on essaie évidemment toujours de savoir combien d'agences concourent, mais en fait, en réalité, on sait jamais vraiment très bien quelles sont nos chances. Et voilà, donc, j'ai malheureusement pas de grands conseils à donner, si ce n'est que voilà, comme on avait essayé de faire à l'époque de la création des créatifs romans, il serait peut-être bon un jour qu'on se rassemble un peu plus pour faire valoir certaines pratiques et certaines bonnes pratiques, on va dire, de notre profession. Parce que la réalité, c'est qu'un architecte qui gagne la construction d'un bâtiment à 5 millions et qui va toucher 10 ou 13% de la construction, il peut se permettre de temps en temps de passer quelques semaines pour travailler à l'œil. Aujourd'hui, ce qu'on a à gagner dans la com, dans nos régions, c'est rarement le cas. On n'est pas tellement sur ce type de concours-là, la plupart du temps. Le brief, c'est un sujet récurrent. On pourrait d'ailleurs, Victoria, faire une émission spéciale là-dessus. Ça serait une très très bonne chose. Et puis, pourquoi pas revenir sur ce thème aussi à l'occasion d'un meilleur de la pub, parce qu'effectivement, c'est pas évident, mais on sait que tout travail mérite salaire, donc oui, on comprend très bien la difficulté. On l'a abordé ici dans quelques échanges qu'on a eus. C'est pas facile quand on est au début, quand on débute, quand on commence et quand on est une jeune agence. Mais c'est peut-être aussi l'occasion, enfin, et c'est pas une critique, de encore plus sensibiliser nos clients, puisque c'est quand même depuis là que ça part. Par rapport à la vie de l'agence, le projet là auprès de ces artisans,
c'est une volonté d'aider, mais est-ce que pendant cette crise, tu dois aussi te réinventer pour faire connaître l'agence, pour trouver du client? On parlait justement du brief qui se fait en visioconf. Comment se passe, c'est une question super terre à terre, comment se passe la prospection dans une période de crise comme celle-ci? Est-ce que tout va bien et donc tu n'as pas besoin de te plier à cet exercice ou au contraire, tu mixes les deux et donc de ce fait, tu arrives à conjuguer tout ça, le travail de prod et le travail de prospection? Alors, c'est l'effet miracle du confinement, du Covid, en fait. C'est que moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de comprendre un peu les questions de rythme et de flux dans nos professions qui sont par définition extrêmement erratiques. Et on est une agence, on est de surcroît une petite agence, donc qui vend beaucoup de réactivité. Ça fait partie vraiment des valeurs pour lesquelles on vient travailler avec nous, parce qu'on est disponible, parce qu'on est locaux, parce qu'on est proche. Et du coup, on est fatalement très souvent dérangé par des téléphones urgents, des mails urgents, etc., comme tout le monde. Et puis, avec l'équipe qui est en place aujourd'hui, j'essaye depuis maintenant près de 2 ans, en fait, d'insuffler petit à petit, mais alors dans une transition en douceur, une organisation du travail qui fait qu'on essaye au maximum de concentrer nos interactions le matin et de se laisser tranquille l'après-midi. Donc, en fait, c'est un processus qui est long et qu'on a commencé à mettre en place, en fait, encore une fois, il y a plusieurs années. Maintenant, voilà, il y a toujours des urgences qui viennent perturber les choses, etc. Ah, t'arrives pas à couper le téléphone l'après-midi, hein? Non, mais la réalité, c'est que le Covid a coupé le téléphone tout court. Et donc, les gens ont commencé à demander s'ils pouvaient vous appeler, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Et ça, c'est toute la différence. Et parce qu'en fait, les gens ont un petit peu cette politesse de ne pas déranger les gens chez eux. Donc, sachant que tout le monde était confiné, il y a eu un peu cette politesse-là et ça change tout. Et donc, en réalité, dans cette période où pourtant on avait une activité quand même largement suffisante pour fonctionner sans avoir besoin de recourir aux aides ou autres, j'ai pu en parallèle dégager aussi pas mal d'heures pour mettre en place des nouveaux concepts. Donc, on a monté quelques nouveaux supports et campagnes digitales pour faire un peu de notoriété ces prochains temps. On a réfléchi à quelques outils de prospection et autres. Et puis, on a pu aussi par ces activités un peu parallèles, être aussi en contact et puis proposer des services un peu proactivement à certains clients dans des PME qui, du coup, ressentent aussi le besoin de générer de la visibilité dans une période en sortie de crise. C'est évident qu'il y a un besoin de redonner un petit coup d'accélérateur du trafic sur son site web, etc. Enfin, voilà, d'augmenter un petit peu la notoriété. Donc, en fait, en réalité, de ce point de vue-là, c'était une période assez chouette pendant laquelle les après-midi ont été dévolus Moi, j'ai pu reprendre vraiment ma casquette de directeur artistique que je dois malheureusement parfois laisser un peu de côté pour garder celle de directeur d'agence et de chef de projet. Mais j'ai vraiment eu des après-midi entières à consacrer à des projets. Donc, j'ai eu énormément de plaisir à travailler comme ça. Et puis, parfois, ces après-midi étaient consacrés à Collegram. Le client était Collegram. Et du coup, ça m'a permis de faire quelques belles avancées. Puis, du coup, j'aimerais bien, dans la mesure du possible. Alors, aujourd'hui, l'équipe est encore on va dire en semi-confinement libre. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais la réalité, c'est que, voilà, on a repris en présentiel à l'agence dès le 11 mai, en fait, en même temps que les écoles. On a fait comme les gamins, en réalité. On s'appelle Collegram, donc on se comporte comme des enfants. C'est pas par hasard. On a fait des demi-classes. Non, pas tout à fait. Tout le monde vient le matin. On gère ce qu'on a à gérer ensemble. Il y a quand même besoin, malgré tout, c'est quand même beaucoup plus efficace en termes d'échange quand on est à proximité. Alors, pas trop grande proximité, je vous rassure. Mais voilà, quand on peut effectivement avoir ces échanges quand même un peu plus rythmés. Et en particulier en termes de formation, et ça c'est encore un autre sujet que je garde pour plus tard, mais je pense que c'est un immense apport aussi de cette crise, c'est de développer des prestations de formation online, etc. C'est un sujet de réflexion vraiment pour nous. Mais donc on gère un peu ces échanges le matin, et puis l'après-midi, chacun est libre soit de travailler à l'agence, soit de continuer sa journée de travail chez lui. Et ça va perdurer, tu crois?
Alors, je sais pas, j'ai pas forcément l'envie que ça se généralise sur toute la semaine parce que ça reste, je sais pas comment on pourra s'en sortir dans des périodes un peu plus soutenues où effectivement il y aura typiquement les périodes de concours, on en parlait. Voilà, les quelques concours qu'on a remportés récemment, c'est aussi le fruit d'une collaboration d'un team créatif qui a besoin aussi de se voir, etc. Ça marche quand même moins bien en visioconférence malgré tout. Donc cette proximité, elle est quand même nécessaire. Par contre, je suis assez convaincu de vouloir laisser une possibilité de garder un peu de télétravail. Et puis, je pense que c'est aussi d'un point de vue sociétal une contribution à laquelle on doit réfléchir par rapport à l'environnement, par rapport à la mobilité, par rapport à plein de choses, parce qu'en réalité, on a tous à y gagner en fait à ce niveau-là. 20% de trafic en moins, on imagine une journée de travail à la maison, c'est 20% de trafic en moins sur les routes, quoi. Ça a un impact immédiat en fait sur beaucoup de choses et probablement aussi que d'un point de vue qualitatif, on peut aussi retrouver des apports qui sont vraiment bénéfiques pour la santé, pour la mobilité, pour l'écologie, pour beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'en fait, tout le monde peut gagner à ça. Maintenant, évidemment, le but, c'est qu'une équipe reste une équipe. Et puis, nous, on en a vraiment besoin dans notre fonctionnement quotidien. Et c'est vrai que, voilà, on s'en est bien sorti. Mais j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir l'équipe que j'ai. Et du coup, voilà, que mes 4 collaborateurs sont toutes et tous très motivés, très engagés, très disponibles, etc. Et donc, j'ai pas vraiment ressenti le besoin de ce qu'on entendait parler parfois dans les médias d'organiser ces moments sociaux sur Zoom entre collègues pour garder le lien. Le lien, il était là. Et puis voilà, on se demandait comment on allait, on discutait un peu de certaines choses, on prenait des moments pour discuter de ça. C'était d'ailleurs super important aussi de parler de cette crise sanitaire, en fait, à distance, en visio, avec les collègues pro. Parce qu'on se rend compte, en fait, aussi que selon les générations qu'on a, moi, j'ai vraiment des gens très jeunes et des gens moins jeunes. Et du coup, on n'a pas du tout la même lecture et la même temporalité de l'information. Et ça, on s'en rend vraiment compte par rapport aux médias. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'heure du 19h30 et du journal quotidien pour être up-to-date. Parfois, les infos nous viennent avec un temps d'avance ou 3 temps de retard, c'est selon. On n'a pas la même lecture, les mêmes infos au même moment, c'est juste. Non, ouais. La maladie de Kawasaki a déferlé d'Angleterre sans que personne s'en rende compte. Elle est repartie aussi sec. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça voilà, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est du complot parce que c'est une marque de moto à la base. Bon, ça sera le mot de la fin. Une petite bêtise. Voilà, ben oui, on était avec Julien Lance, fondateur et directeur de l'agence Collegram, hein, ça s'invente pas. Et puis, je retiens ce que tu as dit, hein, Julien, effectivement, sur le fait que les clients nous appellent, enfin, nous envoient des messages pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent nous appeler. J'espère que cette pratique restera, je la trouve très très agréable. Voilà. Et c'était amusant de passer un moment avec toi, hein, très très intéressant, puisqu'effectivement on l'a fait en live, voilà, on l'a fait à distance, en direct depuis Genève, Berne et puis les Alpes vaudoises. Merci beaucoup pour ce moment de partage, on va te souhaiter tout du bon à toi et à ton équipe pour la suite. Et puis ne manque pas l'occasion si jamais de revenir en deuxième semaine, c'est-à-dire dans quelques semaines, ou quelques mois, suivant l'actualité de ton agence. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Merci de votre accueil, merci. Salut Julien. Salut Victoria. Voilà, donc il est temps pour nous de se dire au revoir. Et comme on vous l'a dit, publicité mensongère oblige. Bah oui, on est dans le monde de la com, la pub, puis on est aussi dans le monde du travail. Eh bien, il n'y aura pas de live demain. On finit cette semaine avec le 40e numéro, Victoria. C'est fou. Écoute, c'est une très très belle aventure et on vous remercie tous tous les retours qu'on a très positifs, tous les commentaires et tout. Vraiment, c'est incroyable. Donc, on voit que ça a une utilité et donc, si c'est utile, eh ben, on continue. Voilà. On est en bonne santé, donc on est en live. C'était le 40e numéro de Comin Mag Live. On se dit donc à très bientôt, si ce n'est pas avant, au plus tard, lundi 15h. Voilà. Portez-vous bien. Parfait.